bienvenue à la Cinémathèque française, rétrospective de tous les films de Nicolas Philibert en sa présence jusqu'au 31 mars. Voilà, donc tout est là et j'ai envie de dire c'est parmi le type de rétrospective qu'à la Cinémathèque on préfère, c'est-à-dire que c'est une rétrospective qui tombe en plein milieu, j'allais dire, du geste d'un cinéaste au travail. Et c'est vraiment le cas là en ce moment pour Nicolas Philibert, ce qui me fait en votre nom le remercier évidemment pour sa disponibilité et le temps qu'il nous accorde, parce qu'il est en pleine promotion de son dernier film en date. Vous le savez, on a ouvert cette rétrospective lundi avec la projection de Averroès et Rosa Parks, qui est en salle depuis mercredi, c'est-à-dire depuis 4 jours. Ce film même, c'est le deuxième volet d'un triptyque ouvert par le film de l'an dernier, qu'on a montré aussi à la Cinémathèque, et qui s'appelle Sur l'Adamant, et qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. Donc Sur l'Adamant 1, Averroès et Rosa Parks 2, et puis on finira la rétrospective, comme je disais, le 31 mars, et le 8 avril, à la Cinémathèque française, donc une semaine après, et ben on fera une nouvelle avant-première, pour montrer vraiment là le dernier film en date de Nicolas Philibert, c'est-à-dire le 3e volet du triptyque qui s'intitule La machine à écrire et autres sources de tracas. Donc voilà, on ne peut pas tomber plus au cœur du travail d'un cinéaste, et c'est ça évidemment qu'on aime interroger, que la rétrospective évidemment soit un moment récapitulatif, mais que ce soit pour nous et pour le cinéaste idéalement un élan, une suite, l'ouverture de ce qui va venir. Et puis, aujourd'hui, on a choisi avec lui, et je dirais plutôt lui que nous, c'est-à-dire lui d'abord, on a choisi de vous montrer un film qui s'appelle La moindre des choses. Ce film est sorti en 1997, et je pense qu'on en parlera avec lui évidemment après le film, Frédéric Bonneau, moi-même et Nicolas Philibert, mais je pense qu'évidemment s'il a choisi ce film, c'est parce que la moindre des choses, on s'en rend compte aujourd'hui, à 30 ans d'écart, initier quelque chose qui trouve son prolongement absolument naturel dans le triptyque dont je viens de vous parler. Quelque chose est né à la Borde, qui n'a plus lâché Nicolas Philibert, et qui continue de manière différente d'explorer avec les 3 films qu'il va ou est en train de terminer. De la moindre des choses, je vous dirai presque rien, d'abord parce que vous allez, pour certains et certaines, le découvrir, mais aussi parce que le film a un régime particulier qu'il faut respecter et qui est en quelque sorte ce que j'appellerais un effet de désorientation. Au début, vous verrez, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas où on est et on ne sait pas ce qu'on fait là. Et je pense que ça, il faut le préserver, donc je ne vous en dis pas plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce film donc est sorti en 1997, et juste pour le situer dans le parcours de Nicolas Philibert, il a commencé à réaliser des films à la toute fin des années 70 avec son compère Gérard Mordillat. Il a fait des films, des courts et des moyens en solo dans les années 80, et puis en 1992, il signe son premier long métrage, qui est Le Pays des sourds, suivi en 1994 d'un film qui s'appelle Un animal, des animaux, et puis en 1995, La ville Louvre, sur le musée du Louvre. Voilà. Et puis advient ce film-ci, La moindre des choses. Donc je vous laisse le découvrir, et surtout, évidemment, après, on se retrouve avec Nicolas Philibert. Merci, bonne projection. Voilà. Ben voilà, sans plus attendre, merci d'accueillir Nicolas Philibert.
Nicolas, on vient de revoir avec grand plaisir, enfin voir peut-être pour certains et certaines, mais nous revoir La moindre des choses. Je disais dans l'introduction, c'est un film que tu as tourné à l'été 1995. Sur l'Adamant est sorti en 2023 et depuis 4 jours est en salle ton nouveau film Averroès et Rosa Parks. Bien évidemment, quand on t'a demandé de choisir un film pour ce moment-ci, pour cet après-midi, en fait, t'as pas beaucoup hésité et t'as dit assez vite la moindre des choses. Et je me suis dit, ou je te demande, à la fois, bon, peut-être parce que maintenant tu sais à quel point ce film a initié quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, puisque le 3e volet du triptyque sortira en avril. Mais aussi, peut-être, je me suis dit que tu l'avais choisi pour qu'on se demande, nous, 30 ans après ce film, à la fois, non pas peut-être où en est la psychiatrie, parce que c'est pas forcément le lieu où on est capable, nous, en tout cas Frédéric et moi, de te questionner là-dessus, mais même si je sais que c'est une préoccupation forte, mais aussi peut-être qu'on y voit dans ce film, plutôt de tes débuts, quelque chose de ta méthode, quelque chose de ta manière, la façon dont tu t'y prends. Bref, en 2 mots, est-ce que c'était un peu tout ça qui a présidé finalement au choix de ce film et l'envie que tu avais qu'on discute à partir de ce film? J'ai hésité un tout petit peu. J'ai hésité entre 2 films. Retour en Normandie, qui est le film que j'ai tourné en 2005, après Être et avoir, et qui est un film, c'est peut-être le plus personnel de mes films. Enfin, c'est un film dans lequel je suis très impliqué, puisqu'il revient, je le dis en 2 mots, il revient sur l'aventure qu'a été, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, film de René Alliot, sur lequel j'étais un des 2 assistants. Et c'était une aventure de cinéma, une aventure humaine importante, très importante pour moi. Mais j'hésitais entre Retour en Normandie et La moindre des choses. Et c'est vrai, assez vite, j'ai choisi La moindre des choses parce que ça a été un film vraiment important dans mon parcours. Un film qui marque une étape forte. Et je le dis quelquefois comme ça, je suis pas complètement revenu de la Borde. Je dis pas ça dans un esprit de nostalgie, mais parce que cette rencontre avec le monde de la psychiatrie a été pour moi très importante, parce que c'est un monde qui vous dérange, qui vous bouscule, qui vous pose 1000 questions, qui nous parle du monde, de l'état de la société, qui nous renvoie à nous-mêmes. Et au-delà, c'est un film dans lequel, au fond, c'est un film qui m'a amené à repenser mon propre travail. Qu'est-ce que c'est que, à partir d'une question simple, qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans un lieu de souffrance avec une caméra? C'est pas simple, ça va pas de soi, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est compliqué. C'est l'occasion de se poser toutes les questions, plein de questions en tout cas, plein de questions sur le cinéma, sur nous, voilà. Mais justement, quand tu dis les questions que ça pose au départ, a priori, justement, c'est le cas de le dire, a priori, et en même temps, je disais que ce film-là est peut-être un peu exemplaire de ta méthode, en tout cas, il la démontre bien, c'est que moi, j'ai l'impression que ta méthode, c'est que tu t'immisces, tu te glisses, tu vas voir, comme on se demande si l'eau est froide ou si... Bref, tu mouilles un pied, puis peu à peu, tu t'avances. J'ai l'impression qu'il y a une sorte tu te glisses, enfin il y a une effraction douce, quoi. Et je me demandais comment, voilà, ce film était né, c'est-à-dire comment peu à peu il s'est dessiné. Est-ce que c'est de découvrir la Borde, c'est-à-dire quand même une sorte de château de conte de fées dans un bois magnifique?
Ou est-ce que c'est la rencontre avec Jean Roury, le fondateur de la Borde? Ou est-ce que c'est, j'imagine que c'est un peu tout ça, mais le contact avec les pensionnaires et les soignants? Comment, à un moment, peu à peu, on se dit oui, pourquoi pas, ça peut prendre, enfin, bref, comment tu t'es dit, ah oui, si, malgré mes a priori, un film est possible? Alors d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir une méthode. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une méthode Philibert. C'est possible, mais comme je ne le vois pas tout à fait comme ça, parce que j'ai l'impression de... j'ai pas dit un système. Hein. Oui. Mais bon, bien sûr que mes films sont marqués par... oui, une certaine forme d'approche, bien sûr, qu'un autre cinéaste s'y prendrait autrement, mais bon, qu'importe. Je l'ai souvent raconté, ce film, c'est un film que j'ai fait à reculons. L'idée ne vient pas de moi, mais de personnes qui avaient vu mes précédents films, en tout cas La Vie de Louvre et La Moindre des Choses, et Le Pays des Sourds, des personnes qui travaillaient en psychiatrie, qui ont travaillé à la Borde et qui m'ont dit un jour, tu devrais aller à la Borde. En ajoutant ironiquement, c'est un endroit pour toi. J'ai beaucoup hésité, j'ai d'abord refusé. L'idée, je connaissais la Borde, j'avais lu des choses, c'est un lieu dont on parlait un peu, Félix Guattari l'avait rendu célèbre. Félix Guattari étant le cofondateur qui par la suite s'est illustré auprès de Deleuze, qui a été un... Oui. Voilà. Houry l'a fondé, mais il a été rejoint très tôt par Félix Guattari, qui vivait entre la Borde et Paris, et qui a fait venir plein de gens, etc. J'avais entendu parler de ce lieu comme un lieu très singulier dans le monde de la psychiatrie, mais l'idée de venir avec une caméra dans un lieu de souffrance ne m'attirait pas, je dirais même me déplaisait. Pour moi, c'était violent, j'avais, bref, tout un tas de scrupules à l'idée de venir faire du spectacle avec la souffrance des gens. Et ses amis ont insisté. Ils ont insisté pendant 1 an. J'ai mis 1 an avant de franchir le pas. Ils ont fini par dire, mais écoute, tes scrupules t'honorent, t'es bien gentil, mais allez, vas-y, vas-y 3 jours, va passer un week-end là-bas. Ce que j'ai fini par faire. Et donc je suis arrivé là, je me souviens, c'était un soir, en décembre 94. Le parc était dans l'obscurité, il y avait comme ça des ombres, des gens qui passaient comme ça, j'étais pas tranquille. Et puis le lendemain, j'ai commencé à parler avec les uns et les autres. À la Borde, comme vous l'avez vu dans le film, il n'y a pas de signe distinctif, on ne sait pas toujours qui est patient, qui est soignant. Mais, vous êtes là, vous venez faire un film, vous êtes cinéaste, vous venez faire un film ici? Non, je ne sais pas, j'en sais rien, on verra, c'est trop tôt. Et comme j'exposais un peu mes réticences, mes scrupules, mes peurs, mes doutes, les personnes à qui je parlais se sont mises à m'encourager. Mais on sera là, on va vous aider. Vous avez peur de nous instrumentaliser avec votre caméra, on va vous aider, on va veiller au grain, en folie, au grain de folie. On va veiller au grain, bref, j'ai fini par me dire peut-être que, etc. Mais c'était pas pour l'instant, j'ai pas tranché tout de suite. Je suis revenu 2 mois après avec une bobine, avec sous le bras une VHS du Pays des Sourds. On a fait une projection pour ceux qui voulaient, pour me faire un peu connaître. Puis je suis revenu une 3e fois au mois de mai, pareil, 2 jours. Et là, j'ai appris qu'il y avait un spectacle de théâtre chaque année. Et c'est ce qui m'a décidé. Je me suis dit, au fond, s'il y a du théâtre, c'est qu'il y a bien des personnes qui acceptent de se donner à voir.
de se montrer, de donner la réplique, d'apprendre un texte, d'enfiler un costume, de jouer. Et peut-être qu'une caméra peut donc venir filmer à la Borde. Mais c'était pas gagné pour autant, parce que vous pouvez avoir des gens qui acceptent d'être sur une scène de théâtre et pour autant ne souhaitent pas être filmés. J'y reviendrai après peut-être, parce que ça s'est passé, ça s'est produit. En tout cas, c'est ce qui m'a décidé. Ça a été le déclic, le théâtre. Voilà, donc on est mi-mai 95. Le spectacle, c'est pour le 15 août, comme tous les ans. Il faut faire vite. J'ai pas écrit une ligne encore. Et donc je me mets à écrire un texte. On cherche de l'argent. On demande à l'avance sur recette si je peux passer en urgence. Ça m'est accordé. Le film obtient l'avance sur recette, une aide de Canal+, et Arte. Donc on a un devis, on a un budget presque entier. Et donc, fin juin, j'y vais avec une petite équipe. Je me dis que on va peut-être pas tourner tout de suite. Je me dis on va peut-être passer une première semaine comme ça. Mais au bout de 3 jours, je vais commencer à tourner une séquence qui est pas dans le film. Je filme le témoignage d'un homme qui dit pencher, je penche, un patient qui penche. Je penche donc je suis, nous dit-il. Il est penché. C'est un témoignage très, très touchant. Et voilà. Je prends toujours des précautions. J'ai pris bien sûr celle pendant ces 3 jours, de parler aux uns et aux autres, de dire voilà, que chacun doit pouvoir refuser d'être filmé, accepter si vous le souhaitez, refuser. 3 personnes à ce moment-là. C'était combien il y a de personnes environ à la Borde au milieu des années 90? Il y a 110 lits, 110 personnes, et peut-être 70, 80 soignants. Il y a beaucoup de stagiaires, il y a quelques psychiatres, et puis les autres, on les appelle les moniteurs, qu'ils soient infirmiers, profs de maths ou chanteurs d'opéra. On est moniteur. On peut être soignant à la Borde si on est responsable d'une salle de cinéma, flûtiste ou électricien. On vous apprend vite à faire une injection. Par contre, si on est chanteur d'opéra et qu'on a envie d'embarquer des patients du côté de l'opéra, du chant, bref, monter un atelier opéra, ça demande des compétences particulières. Bref. Donc, j'explique que chacun pourra librement. 2 soignants disent « moi je ne veux pas être filmé », une jeune patiente aussi, et les autres, d'une manière très légitime, ont envie de voir comment ça se passe avant de se déterminer, bien sûr. Voilà, et donc on va commencer par filmer les répétitions, puis ensuite je vais un peu élargir le cadre et filmer d'autres choses, des moments plus quotidiens. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Alors je disais qu'il y a en effet, ici ou là, des personnes qui avaient envie de participer au spectacle, pour autant pas forcément être filmées. Je vais en donner un exemple. Dans l'orchestre, ce petit orchestre qui s'est monté exprès, il y avait un garçon qui jouait de la guitare et qui ne voulait pas être identifié comme patient à la Borde. Alors j'étais un peu embarrassé parce que je voulais filmer un peu les répétitions, etc. Je suis allé le voir, j'ai dit si je vous filme de dos, pas de problème. Si je filme votre main sur le manche de la guitare, ça va. Et voilà que, à l'approche de la première, la metteur en scène décide que les musiciens seraient d'une manière très frontale, derrière la scène, comme ça, devant. Et j'avais prévu de filmer un peu le spectacle. Voilà, donc on allait découvrir
le visage des musiciens. Et alors là, les patients ont une idée de génie. Ils ont dit, mais nous, les patients, les musiciens, on va porter des masques. Et ils ont fabriqué ces masques magnifiques de manière à protéger l'anonymat de ce patient. Est-ce que dans ton projet d'aller à la Borde, de t'intéresser à la Borde, de t'y implanter, parce que j'imagine que tout ça a duré un certain temps, on parlera peut-être de la durée du tournage et du volume de matériel amassé, est-ce qu'il y avait aussi des expériences cinématographiques menées par d'autres avant toi? Parce que, mettons à peu près depuis peut-être les années 60, quelqu'un comme Marco Bellocchio en Italie, Raymond Depardon en France, Fred Wiseman, c'est-à-dire qu'en tant que superstructure, comme tu devais dire quand tu tournais Rodéalio, parce que c'était le vocabulaire un peu marxisant de l'époque, en tant que superstructure, et la Borde est quand même une superstructure, puisque c'est une structure de soins et d'accueil. On sait que les cinéastes du documentaire, mais pas seulement, Bellocchio il fait les deux, s'intéressent à des espaces comme ça, et surtout à la façon dont finalement la société peut-être traite, s'occupe, prend soin ou prend mal soin des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer à elle. Donc peut-être justement ces patients-là, ces malades-là. Est-ce que tu avais derrière toi cette sorte d'humus cinématographique? J'ai vu les films dont tu parles, Ruspoli aussi, Mario Ruspoli, Fouad Hélier, les deux pardons, San Clemente, Urgence, Titi Queue de Folie, mais j'avais pas ça en tête en faisant le film. Enfin, il m'est arrivé d'y penser, mais pas comme pour moi des modèles ou des... Non, j'ai essayé d'être au plus près de mon propre film, sans trop me préoccuper de ces références. Mais peut-être parce que, à la différence de certains, je pense à Wiseman en particulier, presque ton sujet, c'est pas exactement justement la structure. Je dirais que tu n'es pas là pour parler de l'institution au sens de... C'est pas vraiment un regard critique sur l'institution. Oui. Tu prends la chose comme elle est, mais tu y vas pas pour elle, quoi. Absolument. Pour moi, il m'arrive de filmer dans des institutions, la Maison de la Radio, au Louvre, à la Borde, dans une école, etc. Mais c'est pas vraiment le sujet. C'est pas mon sujet. C'est presque, j'allais dire, un prétexte. C'est pas forcément un prétexte, mais c'est en tout cas c'est l'occasion de parler de quelque chose qui est en deçà ou au-delà, qui le dépasse au fond, ce qui m'intéresse dans la petite classe d'être et avoir, c'est pas la méthode pédagogique de cet instituteur. Ce qui m'intéresse, c'est comment on apprend à regarder voler les mouches quand on est gamin et qu'on est à l'école et qu'on s'ennuie. C'est ça qui me plaît, moi, évidemment. Et à la Borde, en effet, c'est pas tant l'institution, même s'il y a ici ou là une réunion, le standard du téléphone. C'est pas tant l'institution dans ses rouages, mais en tout cas l'état d'esprit de cet endroit. L'esprit, l'ambiance, pour reprendre un mot cher à Jean Audry, l'ambiance, parce qu'il s'agit pour lui, psychiatre, de soigner l'ambiance. Lui et son équipe, soigner l'ambiance. La question du soin passe par là. Soigner l'ambiance. Les lieux ont une dimension thérapeutique. L'ambiance, voilà, ce qui se passe, le quotidien. C'est très important. Et donc le film, je pense, rend compte de l'ambiance, hein, cet état d'esprit, le parc, le vent dans les arbres, la proximité des éléments, les bois, tout ça.
Le théâtre comme prétexte, lui aussi c'est un prétexte. C'est pas une fin en soi, le théâtre à la Borde. C'est un prétexte, c'est peut-être pas plus important que faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'on fait? On se raconte des histoires, on essuie les verres, on chante, on se raconte des blagues, c'est drôlement important tout ça. C'est des moments, on est pris dans un collectif, on est avec les autres, on est porté par les autres. Et on est un peu, je suis entièrement d'accord avec toi et Bernard, c'est pas la critique de l'institution elle-même ou le décortiquage ou le structuralisme de la structure, c'est évidemment pas ça, c'est l'ambiance. Mais c'est aussi, comme le dit très bien le monsieur à la fin, la protection. C'est ça qu'il dit, il dit on nous materne pas, mais ici on nous protège. Et cette idée de protection, ça veut dire qu'il y a un retrait quand même. Oui, c'est un parc, oui, c'est un beau bâtiment. Ils sont en retrait du monde un peu, ils sont hors du monde. C'est-à-dire que pour les protéger, il ne faut pas entendre trop le vacarme du monde. Oui, c'est-à-dire que ce lieu donne tout son sens, restaure le mot asile au sens d'un abri contre la violence du monde. Et c'est un lieu qui essaye de flirter avec la démocratie, si j'ose dire, hein, au sens où, comme sur l'Adamant d'ailleurs, les patients sont associés au quotidien. Une réunion sera co-animée par le président, celui qui préside la réunion d'accueil du vendredi après-midi, c'est un patient à la Borde. C'est quelque chose qui le tient. Ça le tient. Ce monsieur, il est, dans mon souvenir, passé beaucoup de temps terré dans sa chambre. On le voyait peu. Mais le vendredi à 16h, il est là. Et il dit l'ordre du jour, il prend note de l'ordre du jour, il fait circuler la parole depuis des années, des années. Cette chose-là le tient dans sa vie. Et voilà. Et ça, des exemples comme ça dans le film, il y en a plein. Le moment connu et absolument irrésistible de Michel qui tient le standard, oui. Là aussi il le tient. Oui. Puis il le tient probablement bien, mais s'il faut, il parle en anglais, il explique ce qu'est une demi-heure, il explique ce que ça veut dire rappeler. Bien sûr. Bon, c'est à la fois... Il a un appel qui vient du Brésil, et donc il explique à cette personne qui n'est pas... Donc c'est à la fois très drôle, donc on se rend compte qu'effectivement, c'est pas du tout impossible de rire, on rit souvent à ton film, et en même temps, c'est ça, c'est le quotidien. Tu as fait un film un peu après celui-ci avec Jean Houry, où il parle de la moindre des choses, et il dit, d'une certaine manière, c'est un témoignage sur la vie quotidienne. Oui. Et c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est effectivement la collection de moments égaux entre eux, hein, faire la vaisselle, préparer à manger, une pièce de théâtre, et que tout ça les tient ensemble. Quand tu dis un idéal de démocratie ou un rêve de démocratie, effectivement, il y a, comme disait Bresson, jamais un plan doit être supérieur à un autre, tout doit être égal. Et c'est un peu le sentiment qu'on a là. Et ouais. J'ai souvenir d'une de ces réunions au cours de laquelle un patient qui était là depuis 4 ans, paraît-il, cet homme s'est levé et pour la première fois, il s'est présenté. Il a dit son nom, son âge, son prénom, et il a ajouté quelque chose sur sa présence là. Ça faisait 4 ans. Il lui a fallu 4 ans. On lui a laissé 4 ans. On lui a laissé 4 ans pour un petit peu remonter à la surface, si j'ose dire. Aujourd'hui, c'est tellement... le temps en psychiatrie est tellement écrasé, mais tout le monde était bouleversé de ça. Et j'ai l'impression que dans le film, pas lui, mais tu reproduis quelque chose de ça. Alors je ne sais pas si c'est né pendant le tournage ou au montage, mais je pense au personnage d'Hervé.
celui qui fait l'affiche du film, Oui. qui à la fin, celui qui joue Agénor et ou essaye de monter sur des échasses, et il est... C'est pas Hervé qui joue Agénor. Pas Agénor, mais qu'est-ce qu'il joue? Il a un conte, il est habillé à la fin en marquis. Oui, un petit marquis. Hervé, pardon de te couper. Oui. Hervé est un garçon qui voulait... Il a regardé les répétitions pendant 2 mois, et l'avant-veille, tout d'un coup, il a voulu en être. Et tout d'un coup, il a fallu, toutes affaires cessantes, lui inventer un rôle, lui trouver un costume, etc. Bien sûr, il y a des gens qui, au dernier moment, ne veulent plus. Si j'ai bonne mémoire, un de ceux qu'on voit dans la pièce, le matin même, ne voulait plus jouer. Les moniteurs se sont relayés auprès de lui pour essayer de lui dire « Allez, mais venez quand même ». Mais Hervé, c'était l'inverse. Il a voulu... pardon, je ne sais plus. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que Hervé, quand on voit ton film pour la première fois, je pense qu'on met du temps à se rendre compte qu'il sait parler. Oui. Oui. Et ce que tu dis sur quelqu'un qui prend 4 ans pour énoncer qui il est, et là, Hervé, moi quand je le vois, je me dis, bon, il est là, mais il n'est pas là. Et en même temps, on sent bien que ça l'intéresse, mais à sa manière, quoi. C'est intéressant parce que pour bien d'entre eux, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième fois que je suis allé à la Borde, je suis venu avec Le Pays des Sourds. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout d'un coup, Claude regarde le ciel, on entend l'orage qui gronde, et tout d'un coup se tourne vers nous et les aveugles où ils habitent? J'ai compris bien longtemps après, mais oui, il s'adresse au type qui a fait Le Pays des Sourds pour demander où habitent les aveugles. Cet homme, Claude, que j'ai mis très longtemps à oser filmer parce qu'il n'y avait pas d'échange oral possible avec lui, quand je lui demandais comment ça va. J'allais le voir tous les matins, Claude. En arrivant, j'allais le voir. On prenait un café, on fumait une cigarette tous les deux. Je pouvais rester une demi-heure avec lui comme ça. Il riait, mais il n'y avait pas de dialogue possible. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être sur une autre planète. Je n'osais pas le filmer. J'ai mis 6 semaines à oser. Un jour, je suis en répétition. Je filme une répétition et je le vois qui arrive de son pas chaloupé comme ça. Il arrive jusqu'à moi, il se penche sur la caméra, il me regarde, il dit « C'est de la Kodak ?» Oui, Claude, c'est de la Kodak. Il fait demi-tour, il s'en va. Et moi, le soir, je vais voir l'équipe, je leur dis « Vous savez ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Claude est venu jusqu'à nous, il m'a demandé si c'est de la Kodak. Si je comprends bien, dis-je, stupide, si je comprends bien, il sait qu'on fait un film. » Oui, bien sûr, depuis toujours, depuis le début, il le sait depuis toujours. Et donc, à ce moment-là, je me suis autorisé à le filmer. Je me suis dit, on verra si, peut-être, il se manifestera, si ça lui plaît pas, je vais essayer. Et j'ai filmé 2 jours après cette scène où on lui taille la barbe. Est-ce qu'il y a des choses que... Parce que quand on voit un documentaire comme celui-là et quand on voit l'ensemble de tes films, on ne peut pas s'empêcher, en fait, parce qu'on est des spectateurs d'aujourd'hui, de comparer ça avec ce qui doit être le plus loin de ton travail. C'est-à-dire ce qu'on voit tous les jours à la télévision. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même du réel, à part que la télévision, elle n'ose pas appeler ça du documentaire, on appelle ça de la télévision. Mais donc il y a des tics. Alors les tics, par exemple, c'est ce qu'on appelle les synthés. C'est particulièrement affreux, c'est de mettre le nom des gens en incrustation sous eux à la télé. C'est l'interview. J'y ai pensé parce que là, tu le fais un peu. C'est quelque chose qui me semble va disparaître après. Il y en a un peu au début du film, il y en a un peu à la fin du film. C'est des procédés comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu te les interdis tout naturellement parce que ça n'a rien à voir,
avec toi, avec ce que tu fais, avec ton cinéma, mais aussi parce que c'est devenu d'une telle, j'allais dire vulgarité, mais d'un tel commun, d'une telle routine, d'une telle paresse, qu'on peut plus s'occuper de ça. Enfin, on peut plus utiliser ces procédés. Alors, j'imagine pas une seconde sur un film comme celui-là de mettre les noms et la fonction des gens. D'abord, ça serait un contresens complet par rapport à l'abord, puisque précisément c'est un lieu dans lequel on ne vous dit pas qui est qui. Et ce qui est beau, c'est que... Et tu dis que s'il y a des gens qui te le disent même plutôt comme une critique, des fois on ne distingue plus les patients des malades. Oui. Très bien. Ben oui, bien sûr. C'est ce qui met au travail le spectateur. Le spectateur, peut-être, dans un premier temps, certains sont... J'ai le sentiment que bien souvent, les spectateurs, au début, se posent la question, et lui et elle, de quel côté, derrière quelle étiquette, ranger telle personne. Et me semble-t-il, cette question, au bout d'un moment, elle passe à l'arrière-plan, on s'en fiche, et quand on dit ça, que cette question-là passe à l'arrière-plan, alors c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Il y a quelque chose qui travaille de belle façon le spectateur. Ça n'est plus la question essentielle. Ça raconte que nous sommes du même monde, les uns et les autres. Donc, inimaginable pour moi de mettre les noms et les titres des personnes, par exemple sur Averroès et Rosa Parks, où là, plus clairement, dans ces entretiens face à face, il y a un soignant et un patient. Je me suis dit, on m'a questionné là-dessus, pourquoi vous ne mettez pas les noms des... on ne sait pas quel est le statut de ces soignants. Alors si je mets psychiatre, et en face, qu'est-ce que je vais mettre schizophrène, j'en sais rien, je ne connais pas le dossier médical des gens. Postier en psychiatre interné, enfin, c'est impossible. Et puis je pense pas avoir fait je n'ai pas fait des interviews au fond, parce que je n'arrive pas avec des questions, je n'ai rien préparé, c'est très spontanément. Tout d'un coup, on est là, je filme un bout de répétition, tout d'un coup on s'assoit, Michel s'assoit, j'ai envie de lui poser une question, je lui pose une question. C'est plus des petits bouts de conversation, des petits moments d'échange comme ça, qui pour moi sont importants. Ça ne ramène pas une dimension journalistique. Je pense que c'est pas du tout de cet ordre-là, mais on entend ma voix et on comprend que, je vais le dire comme ça, que le sujet du film, c'est le film, comme dirait Marcel Hanoun. Le sujet du film, c'est le film. C'est ce qui se construit, c'est la rencontre. Et c'est ça le sujet de mes films, d'une certaine manière. J'aime pas bien l'idée de sujet qui est celle dont on vous parle toujours dans les commissions télé. C'est quoi le sujet? Je m'en fous du sujet. Je sais pas ce que c'est c'est quoi un bon sujet pour faire un film? Il n'y a pas de bon sujet, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Il y a quelquefois à partir d'un grand sujet, un mauvais film, et à partir d'un sujet de rien du tout, un très beau film. Bien sûr, la grandeur d'un film n'est pas indexée à l'importance de son sujet, ni à celle de la cause qu'il défend, quand il en défend un. Donc, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens, le sujet. Mes films sont des films qui vont à la rencontre, et donc j'existe à travers je ne suis pas comme Michael Moore qui est un bonimenteur, qui se met dans ses films et qui se filme en train de... etc. C'est pas comme ça, je suis pas journaliste non plus, bref.
mais on entend ma voix. Quand on m'interpelle, je réponds. Quand Muriel sur l'Adamant me dit « Ça vaut le matériel ?» Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? Oui, oui. Et vous, dit-elle à Eric, l'ingé son, vous n'avez pas de voiture? C'est monsieur qui se trimballe tout. Et voilà, je suis là, je suis avec, et au fond, je suis une sorte de médiateur entre les spectateurs et celles et ceux qui sont filmés. Mais c'est un peu ça, même si le terme est impropre, qu'on peut appeler ta méthode, c'est-à-dire cette manière finalement d'y aller, avec les réticences que tu as données au début, mais d'y aller et presque de t'arranger pour pas en savoir trop. Oui. Ça me paraît important, hein, le pas en savoir trop, parce que si tu en sais trop, tu fais peut-être déjà un autre film, ou en tout cas tu as déjà un film en tête. Mais ce que C'est pire que ça. Si j'en sais trop, j'ai plus envie de faire le film. Parce que moi, je fais des films pour apprendre et pour comprendre, pour aller à... Je dis, mon cinéma, c'est un cinéma de la rencontre. Pourquoi est-ce que je fais des films, finalement? Pour essayer de comprendre le monde dans lequel je suis, pour comprendre, essayer quelque chose de ce qui me rapproche de ces gens-là, de ces personnes, pour essayer de comprendre si on a des choses à voir ensemble, des choses à se dire. La caméra, c'est ce qui me permet d'aller vers les gens, au fond. C'est le moyen que j'ai trouvé pour avoir un peu moins peur, pour aller vers les autres, parce qu'on a peur, j'ai peur, comme tout un chacun, on a peur du monde, on a peur des uns et des autres. La caméra me permet de m'approcher, d'avoir moins peur, d'aller à la rencontre des uns et des autres, et de voir si on a des choses à se dire, peut-être, si on a des choses en commun. C'est le cas de ce film, c'est le cas de... Non, vas-y. Pardon, je ne voulais pas te couper. Non, mais parce que je pense tout d'un coup à quelque chose que tu dis, c'est-à-dire la caméra m'aide à m'approcher et tout ça. Donc sans doute aussi que tu te caches un peu derrière la caméra, ou en tout cas qu'elle t'aide à... Elle m'aide à... Voilà, elle t'aide. Mais je sais aussi que c'est toi qui fais le cadre. Oui. C'est-à-dire que si tu ne te contentes pas d'amener la caméra pour te cacher derrière, c'est-à-dire que vraiment c'est toi qui fais le cadre. Je ne sais pas si ça a commencé avec ce film-là, tu n'es pas seul à faire le cadre, hein. Il y a quelqu'un aussi qui t'aide pour la lumière, le point et ça, mais ça veut dire que c'est toi qui délimites le champ que tu filmes, oui. Mais ça veut dire aussi qu'à la board, quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas être filmé, ça détermine ton hors-champ, enfin, bref, ils font le film avec toi, parce que comme ils te disent qu'ils ne veulent pas être filmés, bah, ça détermine un cadre. J'ai commencé à mes débuts, j'avais un caméraman, un opérateur, comme on veut. Et au cours du précédent tournage, Un animal des animaux, ce caméraman ça n'a pas toujours été le même jusque-là, mais bref, celui avec qui je travaillais, tout d'un coup, ne pouvait plus. Il était amené à faire un film comme réalisateur. Il m'a laissé en plan, si j'ose dire. Et donc, après hésitation, j'ai décidé de cadrer. En prenant une assistante très, très douée en documentaire. En documentaire, on n'a pas le temps, comme sur un plateau de fiction, de sortir son décamètre pour mesurer à quelle distance se trouvent les acteurs, etc. Il faut faire ça au jugé, c'est très instinctif. Et Catel Gian était très très douée pour ça. Elle avait grandi auprès de Richard Coppens, elle a été son assistante et elle avait ce talent de... Je pouvais faire un mouvement de caméra, j'arrivais sur ce personnage et c'était net. Elle avait anticipé un peu, lu dans mes pensées, bref, elle était très prompte, très... Voilà. Et donc la première fois que j'ai commencé à cadrer, c'est sur ce film Un animal des animaux. Et ensuite, pour la moindre des choses, voilà, j'ai cadré du début à la fin. C'était une façon, sans doute, en effet, de me protéger un peu, mais aussi, je dirais, d'une façon plus essentielle. J'avais remarqué que quand on donne les clés du cadre à un opérateur, il ou elle a souvent cette tentation de tout filmer, de tout montrer, et alors que moi, il m'importe
de ne pas tout montrer, de résister à cette pulsion, à ce scopique, de vouloir tout montrer. Parce que mettre en scène, quelque part, c'est décider de frustrer le spectateur de sa pulsion scopique. Ça a quelque chose de ça. C'est caché tout autant qu'on va montrer. C'est décider de créer une dialectique entre ce que l'on montre, ce que l'on dit, ce qu'on ne montre pas et ce qu'on ne dit pas. Pour laisser une place à l'imaginaire du spectateur. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mise en scène. Oui, et oui. Non mais je le dis parce que les gens pensent toujours qu'il y a un abîme entre la fiction et le documentaire. Moi, j'ai jamais pensé ça. Et il suffit de voir un bon documentaire, quel qu'il soit, à la limite, pour savoir que ce qui fait la différence, c'est effectivement ce qu'on appelle la mise en scène. C'est-à-dire, entre autres, justement, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire ce qu'on décide de montrer et de ne pas montrer, ce qu'on décide de mettre dans le cadre et de laisser hors champ. Et c'était peut-être quelque chose qui était dramatique des cinéastes américains. C'est justement, on commence par un plan d'ensemble pour être sûr d'avoir tout bien. Et puis après, on va s'approcher, on va faire des plans plus serrés, etc. Ou alors je me souviens que Jean-François Stévenin, qui était l'assistant et l'acteur de Jean-Luc Godard sur Passion, il y a une séance très spectaculaire dans Passion où on se retrouve avec un bateau dans les montagnes. Et Godard a fait 3 plans très vite. Et Stévenin lui a dit bon, mais alors maintenant il y a tout le reste. Et Godard lui a dit ben non, tu vois autre chose. Et Jean-François racontait qu'il avait eu honte, enfin qu'il s'était senti comme un enfant, tu vois autre chose, ben non. Mais lui, il pensait qu'on allait faire 100 plans sur cette affaire. Justement, les bons cinéastes ne font pas 100 plans. Il y a, puisque tu parles de mise en scène, quelque chose qui me vient à l'esprit, qui nous vient de Labarthe. Une chose que j'aime bien, il dit l'ennemi c'est l'intention et la mise en scène consiste à exterminer toute trace d'intention. Et ça me va aussi parce que je trouve que les films dont l'intention est trop lisible, trop manifeste, surlignée, sont souvent les plus mauvais films. Et moi, j'essaye au fond, aujourd'hui, je dis volontiers, pour ce qui est de moi, ni vouloir dire, ni savoir faire. Alors, le savoir-faire, j'en ai forcément acquis un peu, parce que, à force. Mais je ne fais pas mes films à partir de ce savoir-faire. Ce qui m'importe, c'est d'être en alerte, et pas faire des films sur un savoir-faire. C'est pour ça, je fais une parenthèse, mais c'est pour ça que j'ai peut-être multiplié ces derniers temps des films en psychiatrie. Pourquoi ? Parce que c'est un univers, un monde qui vous maintient en alerte, qui vous inquiète, qui vous font peur, qui vous bousculent constamment et qui vous maintiennent en éveil et qui vous amènent à affûter votre propre travail, votre cinéma, tout le temps. On est tout le temps surpris, on est tout le temps dérangé, dérouté, il faut tout le temps repenser ce qu'on fait. C'est bien, il n'y a rien de mieux pour moi. Je ne parle que pour moi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le scénario, enfin, si tant est qu'on puisse parler de scénario, oui, si, s'écrit au fur et à mesure que le film se fait. Quoi. Oui, alors il faut bien écrire quelque chose pour trouver du fric. Il faut bien écrire 10, 12, 15 pages, 8 pages. La moindre des choses, j'ai écrit 10 pages, police 14, interligne 4. Je décris un peu ce que c'est que ce lieu. Je dis que j'aimerais essayer d'y faire un film, que tous les ans, il y a un spectacle de théâtre, que j'aimerais saisir cette opportunité. Et après, je ne fais que évoquer mes peurs, mes doutes, mes questions. Débrouillez-vous avec tout ça. Et alors que, bon, j'ai une chance d'avoir
par mon parcours, déjà assez long, d'avoir échappé à ce qu'on appelle aujourd'hui un séquencier. Parce que un jeune ou une jeune cinéaste qui veut faire un documentaire aujourd'hui, on va lui demander un scénario très détaillé, un séquencier, la liste des séquences dans l'ordre, etc. Donc il faut bluffer, il faut être un peu stratège, bluffer, faire croire qu'on sait. Moi, je ne fais pas mystère de mes questions, de mes doutes, de tout ça, et je l'ai évoqué l'autre soir. Je crois que c'est mon carburant, ça, au fond. Mais en effet, l'écriture, c'est au tournage, puis au montage. Le film s'improvise, s'invente dans la relation avec celles et ceux qui sont là, que j'aimerais filmer. J'essaye de faire en sorte que les personnes que je suis venu voir aient envie d'en être, aient envie de... Mais la caméra, une caméra quelque part, elle peut parfois intimider, mais souvent elle sert de levier, souvent elle fait émerger des choses. C'est incroyable. Je pense à... Dans ce film, il y a des moments, des personnages. Philippe, vous êtes prêt à faire quoi? Pour le spectacle, la représentation, et il se met à improviser comme ça, très heureux de... oui, je vais essayer de faire de mon mieux, enfin, avec un plaisir d'être... Au fond, bien souvent, et je l'ai compris après, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai compris après, venir avec une caméra dans un lieu comme celui-là, c'est dire aux gens qu'on les considère. C'est aussi bête que ça, presque. C'est une forme de... Ben voilà, on s'intéresse à nous. Donc on n'est pas tout à fait des moins que rien. Oui. C'est une façon peut-être de dire que eux aussi ont droit à la représentation. Oui. Que d'ailleurs, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est une représentation théâtrale qui a déclenché ton désir. Et comme tu parlais de la caméra, est-ce que tu dirais pour toi, ce qui est peut-être évident pour un cinéaste, mais en fait on sait bien que non, est-ce que tu as besoin de la caméra pour voir? Est-ce que la caméra te sert à voir? Alors, je pense... Pourquoi je dis ça? Parce que je suis pas quelqu'un qui... Je vais le dire autrement, mais je suis pas quelqu'un qui ait besoin de passer beaucoup de temps avant, sans caméra, pour comprendre où on est, pour faire que les gens s'habituent, vous oublient, tous ces trucs-là. Bon, je vous oublie pas. Mais je dis ça parce que pour moi, ça sert à peu près à rien. Quelques jours, très bien, ça permet d'expliquer un peu son projet, etc., de faire connaissance avec les gens, etc. Mais au-delà, ça n'a pas grand sens. Pourquoi? C'est parce que la caméra rebat les cartes. Quand la caméra est là, ça change tout. Tout d'un coup, certains vont vouloir témoigner, parler, en être, d'autres chez qui ça prendra un peu plus de temps, d'autres qui ne veulent pas. Bon. Mais la présence de la caméra, elle change tout ça. C'est plus pareil. Et donc, en quelque sorte, c'est ce qui me permet de voir, au fond. C'est ce qui me permet d'agiter les choses, au fond. Oui. Parce que je fais, au fond... et si on essaie de reproduire dans le film quelque chose qu'on aurait vu avant, en se disant tiens, il faudrait que j'ai vu ce moment-là, il faudrait essayer de refaire, ça marche pas. Ce qui est beau
pour moi, dans ce que je fais, c'est cette dimension inattendue. Je le dis depuis des années, mais c'est ça qui est beau. C'est beau parce que ça vous surprend. J'ai en tête souvent cette phrase de Marc Chevry, qui est un garçon qui a écrit dans les cahiers dans les années 80, qui a fait des films aussi. Et Marc Chevry avait une phrase que j'ai jamais oubliée sur la beauté au cinéma. La beauté, au cinéma, elle vient pas sur rendez-vous. On ne la convoque pas sur rendez-vous. C'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui s'engouffre, qui se glisse dans un film par effraction. Et c'est ça qui est... Donc quand on essaye de faire beau, parfois ça marche. Il y a des cinéastes qui savent faire ça. Mais il y en a d'autres chez qui c'est vite esthétisant. Pour moi, quand les choses sont très maîtrisées, ça dépend des films, ça dépend des cinéastes, mais il y a des films qui cherchent peut-être à trop maîtriser. Or, on sait bien que moi, je maîtrise pas grand-chose. C'est-à-dire que je maîtrise pas le sens de ce que je produis. Je pense dire quelque chose, mais les films disent toujours autre chose, et autre chose au singulier, et d'autres choses au pluriel que ce qu'on a dit, ou cru avoir dit, ou voulu dire. Et c'est ça qui est beau au cinéma, c'est qu'on voit tous un même film, chacun à partir de ce qu'il est, et on y voit tous des choses différentes. Mais quand tu dis en fait que tu vas à la pêche au hasard, enfin, t'espères. Et en même temps, ça me fait penser à presque l'inverse, ou peut-être le sésame, que tu as rencontré Jean Houry au début de tes interrogations, au début du film, avant le tournage, là, et il t'a dit une phrase comme seuls les psychiatres ou les psychanalystes sont capables d'en formuler. Il t'a dit vous savez, ici, il n'y a rien à voir. Alors, je sais pas, soit on rentre chez soi, enfin c'est décourageant, ou au contraire, qu'est-ce qu'il fallait entendre dans ici, il n'y a rien à voir. Non, il m'a piégé parce qu'il a ajouté, après un petit silence, il a dit alors le jour où vous aurez envie de filmer l'invisible, vous serez le bienvenu. Donc c'est le seul meilleur moyen pour m'attraper. Et je suis reparti, et je me souviens, j'avais cette phrase qui me tournait dans la tête. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase que peut-être que c'est pas du spectacle, la folie, c'est pas du spectacle. Si c'est ça, fichez-moi le camp. Justement, j'ai filmé un spectacle, j'ai déplacé le curseur, j'ai filmé du spectacle pour que ce ne soit pas la folie qui soit en spectacle. Ce soit cette foutue pièce de Gombrowicz, qui est une pièce impossible, très belle, qui résonne très très fort dans cet endroit. Quand les choses humaines sont à l'étroite dans les mots, le langage éclate. Quelle beauté. Non mais c'est ce qu'il voulait dire aussi, je pense que c'est effectivement pas du spectacle, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement. Et c'est ça qu'on retrouve à mon avis un peu dans tes films quand même, c'est cette idée d'utopie, c'est-à-dire que ce sont des utopies, ce sont peut-être des petites utopies, parce que ce sont des utopies non événementielles. Même un truc comme la maison de la radio qui a l'air branchée sur le monde en permanence, ben, c'est simplement de dire que si on allume la radio même à 3h du matin, il y aura quelqu'un qui vous fera un flash. Ouais. Voilà. Et que le jour d'avant et que le jour d'après, la plupart du temps, il ne se passe rien quand même, il faut dire la vérité. Les gens qui font les flashs, ils ont l'air toujours tout excités pour annoncer des nouvelles, ou Dieu merci d'ailleurs, il n'y a pas des guerres tous les jours, la plupart du temps, il ne se passe rien, mais ils seront là. Comme les gens de la Borde, il ne va rien se passer de très spectaculaire. Ceux d'Averroès et de Zoépar non plus, même l'instituteur, enfin, ça sera la même chose.
le lendemain comme la veille, etc. Et j'ai aussi l'impression que c'est ça qui t'intéresse, c'est-à-dire que ce côté utopiste, mais quotidien. Dans du quotidien. Voilà, quotidien, éprouvé, routinier, enfin, oui. ceux qui continuent, quoi. Oui, ceux qui essayent de... Parce que le monde le monde n'est pas très séduisant, le monde n'est pas très attractif, où qu'on regarde. C'est pas d'aujourd'hui, mais j'ai besoin, pour tenir dans la vie, j'ai besoin de m'accrocher à celles et ceux qui résistent, qui essayent encore d'apprendre à lire aux gamins, qui essayent encore de cette maison de la radio. Bah, écoute, le monde nous envie, un lieu pareil. Hein. Quand j'ai été montrer le film à l'étranger, aux États-Unis, les gens disaient, mais avec vos impôts, un endroit comme celui-là, où on entend de la philosophie, on entend un Jean-François Roger dans ton émission, la bande à Bono, parler 10 minutes de rang de vivre sa vie, magnifique, comme une chose... ou Alain Cavalier, une autre fois, je suis venu 2 fois filmer dans ton émission, je ne les ai pas gardés, mais c'est des moments très 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 beaux. La fiction radiophonique, voilà un lieu improbable ailleurs, qui continue, qui est fragile, ça s'érode petit à petit. Aujourd'hui on filme la radio, etc. Mais quand même, c'est des lieux qui... Il y a des gens et des lieux qui résistent à la connerie, quoi. Et moi, j'ai besoin de m'accrocher à ça. Et c'est peut-être ce que j'ai besoin de filmer pour tenir dans le monde. Oui, tu filmes des lieux... Il y a des cinéastes qui aiment à l'inverse, montrer la connerie. Ou le chaos. Ou le chaos, ou le chaos, absolument. Toi, tu t'aimes bien filmer des lieux, des endroits, des personnes, des gestes où ça marche encore. Enfin, où on essaie, ou en tout cas, les gens se donnent du mal. Qui essayent de tenir eux-mêmes, de faire d'essayer de faire une psychiatrie digne, d'essayer de... voilà. Tu me fais... Quand je me disais par rapport à ces lieux où tu vas, il y a une formule, enfin il y a une expression commune qui dit va voir là-bas si j'y suis. Et toi en fait tu vas là-bas pour voir si tu y es, quoi. En psychiatrie, oui. Mais partout. J'ai eu envie d'aller là-bas. À l'école du pour voir. Puy-de-Dôme. J'ai eu envie d'aller en psychiatrie pour voir qui je suis. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Et encore une question peut-être, et on va vous donner la parole, mais tu as décrit ta façon de faire, c'est-à-dire ce qu'on essaye c'est-à-dire le scénario, tu en as parlé, la manière dont ça avance, et puis au fur et à mesure que le tournage, disons, se déroule, j'imagine même qu'il y a des jours de tournage où tu tournes pas, où ça tourne pas, où il y a... Bon, et puis... Tu as décrit le montage de ce film, là aussi tu as fait le cadre, mais tu as fait aussi le montage. Oui, je monte mes films, oui. Voilà, et là tu as décrit un montage sans plan, c'est-à-dire sans... je m'entends, tu n'avais pas un plan en tête du montage, et tu l'as fait un peu marabout bout de ficelle. Alors oui, c'est vrai, j'ai monté ce film sans trembler, c'est-à-dire j'ai regardé, j'avais à peu près... entre 40 et 45 heures de rush. J'ai passé 2 mois à regarder mes rushs, à noter un peu ce qu'il y avait dans chaque bobine. Comme c'était en film, en pellicule, il faut prendre la bobine, la monter sur la table de montage. Je précise que tu as tourné en Super 16. J'ai tourné en Super 16. Gonflé en 35. Voilà. C'est gonflé en 35 une fois le film fini. On ne gonfle pas tous les rushs. Bien sûr, mais donc tu as monté... J'ai monté en Super 16. Alors, une fois, après avoir regardé attentivement les rushs, j'ai réfléchi à ce que pourrait être la première scène, mais sans voir plus loin. Et j'ai fini par me dire, mais c'est Violaine qui chante Gluck, Eurydice. Voilà. J'ai
pris la bobine, j'ai posé la séquence et j'ai dit, et maintenant c'est quoi? J'ai réfléchi, j'ai pris ces plans de ces personnes qui déambulent d'une manière un peu chaotique dans le parc. J'ai monté ces plans. J'ai monté tout le film comme ça, alors qu'il arrive que quand on monte un documentaire, on passe beaucoup de temps à inverser, à changer les séquences, à trouver le bon ordre. Là, j'ai pas du tout hésité. J'ai hésité sur une séquence. Est-ce que je la mets dans le film ou pas? J'ai essayé à plusieurs endroits. J'y suis pas parvenu. Mais en quelque sorte, sur mes 45 heures de rush, j'ai sorti des boîtes 2h30 de film, en tout et pour tout. Le film fait 1h45, au final. Voilà, je suis allé droit au but. Il y a d'autres films, Être et avoir, c'est un film que j'ai monté à l'envers, complètement à l'envers. Je ne savais pas comment commencer ce foutu film. Par contre, je savais comment terminer. J'ai monté la dernière scène, puis l'avant-dernière, puis j'ai remonté comme ça. Bizarre, hein? Alors, il faut dire quand même que j'ai un fil dans ce film. Il y a ce spectacle qui constitue quand même un squelette. J'ai quand même un... Voilà. Et pour le coup, ça c'est presque, mais je le dis dans le bon sens, c'est presque une convention du spectacle. Oui, c'est-à-dire que voir les répétitions et finalement voir la représentation. Voir un petit bout de la représentation. Voilà, Oui, c'est vieux comme le théâtre lui-même, oui. du théâtre dans le théâtre, et vieux comme le cinéma, bien sûr. J'aurais pu faire autrement. Hein. Et j'ajoute qu'en plus... Je me posais la question, je me disais, est-ce qu'il va montrer la représentation? Tu t'es posé la question, tu te dis, est-ce que c'est possible de les frustrer encore plus? On s'arrête à la dernière répétition et on ne montre pas la représentation. Je te le dis parce que des cinéastes l'ont fait. Oui, ça s'est vu. J'aurais pu, mais par contre, ces 5 ou 6 minutes qui montrent quelque chose de la représentation, c'était un très très gros travail de montage. Il y a ce film, 2 séquences qui m'ont chacune demandé un mois de travail. La séquence au club où Sophie dessine, c'était très compliqué, il y avait des sons dans tous les sens, etc. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme de cette scène, à trouver son rythme. Il se passe plein de choses à l'intérieur de cette même scène. Elle est entrecoupée par la barbe, puis qu'on coupe, et puis on y revient, etc. Et la représentation. Parce qu'il fallait en quelque sorte condenser en 5-6 minutes la représentation, sans pour autant donner l'impression que on va vous en montrer des extraits. Ça forme quand même une espèce de tout, quoi. Et ça a été difficile, mais j'avais quand même en tête d'en montrer quelque chose. Oui, j'ajoute, alors d'une part, la pièce donne à Michel l'occasion d'une des plus belles répliques du film, quand il dit j'aime beaucoup la 3e partie parce que les réparties sont déboussolées. On souffle, le château est en ruine, voilà. Et les réparties sont complètement déboussolées, ça me console. Ça c'est cadeau, ça. Toutes les phrases de Michel, comme cette chose qu'il dit à la fin, c'est une des plus belles choses que j'ai filmées quand il est... Et vous aussi, vous êtes entre nous maintenant. Quel cadeau. Ouais, non, mais c'est vrai que ça s'écrit pas. Ça s'écrit pas. Et je pensais que quand même le spectacle, puisqu'on en parle, enfin la représentation, donne aussi, et je l'ai ressenti là de nouveau en voyant le film, te donne quelque chose, mais alors là, auquel tu as droit, c'est-à-dire que c'est pas un procédé, c'est pas un truc, mais il y a quand même un suspense. C'est-à-dire que quand on les voit répéter... parfois de manière un peu chaotique, on se dit, bon, mais est-ce qu'ils savent leur texte et tout ça? Enfin, on finit par, au moment de la représentation, avant, comme la metteuse en scène, on a un peu peur pour eux, quoi. Attends. Ils ont... Le premier acte, ils l'ont bossé. Le 2e acte, un peu. Sombre. Et le 3e acte, il y a eu 3 lectures.
et une demi-répétition. C'était l'improvisation totale sur la fin. C'était complètement... Il y a ces gens qui arrivent avec des filets, ça c'était organisé, mais c'était très 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 chaotique. Ce qui n'a pas empêché de dire à Madame Gombrowicz, qui était là, de dire que avec la représentation qu'elle a vue à Stockholm, montée par Bergman, et celle-là, c'est les deux plus belles qu'elle a vues. Dans des genres bien différents. Est-ce que vous avez, sur le film ou sur d'autres, en tout cas, des questions ou des réactions où vous avez envie d'intervenir? Il y a un micro pour... Oui? Non? Je sais pas. C'est vrai que quand on connaît un peu la board, on pense beaucoup à la routine, au rituel pour surmonter en fait la journée. J'ai pu faire un stage là-bas et vivre aussi là-bas. Et c'est vrai que ce que je trouve merveilleux, c'est ce que vous faites de l'orage, quoi, en fait, qui est comme le film s'organise aussi autour de ce moment de chaos et de paix qui raconte aussi finalement comment on surmonte une journée, à la bord comment on surmonte aussi un chaos d'un moment et c'est juste de toute beauté de voir en fait ces scènes de tendresse qui s'organisent, ces scènes masculines de tendresse autour de ce moment aussi dans la nature, quoi, parce que vous auriez pu montrer d'autres choses autour de des réunions du club et ces petits rituels pour surmonter justement le quotidien, et c'est de toute beauté. Justement ces fractions-là de l'orage qui aussi fait écho en fait à ce qui se passe dans la pièce, quoi. C'est incroyable aussi d'avoir choisi de mettre en scène en fait l'orage et le passage de ce phénomène naturel qui découle aussi du récit de la pièce. Merci. Je me demandais justement si ça avait quand même été aussi une surprise et quelque chose qui s'était finalement... que vous attendiez, ou si c'était une mise en scène qui avait pris au moment du montage, quoi, en fait. Cette organisation du film autour de ce moment aussi de... Un orage, c'est une aubaine. Ouais. Pour un cinéaste, c'est magnifique. C'est des sons, tout d'un coup la nature se met à vibrer, c'est trop beau. Bah oui. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, moi je me précipite. Il y avait un opérateur au début du parlant qui racontait qu'il avait été viré par le producteur, parce qu'il avait appelé le producteur en lui disant « On n'a pas pu tourner, il y avait une tempête ». Et l'autre lui a dit « Mais t'as pas tourné la tempête ?» Eh oui. Je sais pas si... Oui, allez-y. Alors, bonjour, déjà merci de nous offrir la possibilité de regarder les gens avec douceur et de prendre ce temps-là, de les voir vraiment en profondeur, parce que je trouve que c'est beaucoup trop rare. Et moi, j'avais une question. Vous avez parlé de la rencontre, l'importance de la rencontre dans la mise en place du film. Et ma question, c'est quand est-ce que vous décidez que vous partez finalement? Quand est-ce que vous décidez que c'est la fin de cette rencontre et que la rencontre devient un film après l'échange réel? Merci. Alors, c'est un peu variable selon les films, mais je dirais que il y a un moment, parce que dans certains lieux, comme sur l'Adamant, où j'ai tourné longtemps, ici, pour la moindre des choses, il y a eu 10 semaines de tournage. Un premier bloc de 8 semaines d'affilée, puis on est parti, et je suis revenu 2 semaines, ce qui a été d'ailleurs important, parce que les gens qui sont là, tout d'un coup, étaient heureux de nous voir revenir, et il y a beaucoup de choses qui sont dans le film, qui sont venues dans ces 2 dernières semaines. Mais
Voilà. L'Adamant, c'est un tournage qui s'est étalé sur 7 mois. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus long. Je ne tourne pas tous les jours, je peux tourner 3 jours, m'éclipser une semaine, revenir un peu, etc. Mais comme il n'y a pas sur l'Adamant, je filme des choses très quotidiennes, qu'il n'y a pas de structure préalable au tournage, contrairement à ce film-là. Ça pourrait durer encore longtemps, je pourrais rester encore longtemps. Qu'est-ce qui me fait passer au montage? Tout d'un coup, c'est le désir. Tout d'un coup, le désir de... Je ne dirais pas que le désir de tourner s'émousse, mais le désir de passer au montage, c'est ce qui l'emporte. Tout d'un coup, c'est plus fort que le reste. C'est ça qui, tout d'un coup, il y a cette nécessité de voir ce que ça donne, de commencer à associer, de commencer à construire. Est-ce que ce que j'ai imaginé, est-ce que ça tient, est-ce que ça marche? Voilà, c'est quelque chose de plus fort me fait rentrer chez moi et pour commencer à monter. Bonsoir, merci Bonsoir. pour le film. J'avais une question un peu plus technique, mais puisque vous filmez, je souhaitais savoir si vous regardiez les personnes dans les yeux. Surtout que là, on voit des personnes qui regardent directement dans la caméra. Et donc, pour savoir si vous étiez avec la caméra, toujours le regard dans le viseur, ou est-ce que vous mettiez la caméra de côté pour pouvoir regarder les gens aussi dans les yeux. Après, c'est aussi une question peut-être par rapport à la technologie, aujourd'hui, les caméras numériques, la possibilité d'avoir un écran à côté du viseur. Si vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît. Je regarde assez peu dans le viseur, j'utilise plutôt le petit écran. Comme ça, depuis que je tourne en numérique, j'utilise plus volontiers ce petit écran, ce qui me permet justement de regarder. Quand on a l'œil dans le viseur, souvent l'autre est fermé, enfin, c'est pas pareil, ça change les choses. Moi, j'essaie d'être là, d'être présent le mieux possible, donc de regarder les personnes que je filme, en jetant un œil sur le viseur aussi. Donc il y a aussi avec le pied, j'imagine, le pied vous permet aussi de regarder... Je filme souvent sur pied, il m'arrive de prendre la caméra sur l'épaule, voilà, mais bien souvent, quand il n'y a pas nécessité à gigoter ou à suivre quelqu'un, je reste sur pied. Ça dépend un peu des lieux aussi. Hein. Quelquefois, c'est plus stable sur l'épaule que sur le pied, parce que dans certains cas, le pied... chez l'un des patients où j'ai filmé le prochain film, la machine à écrire et autres sources de tracas, le sol est très très souple, mou. Le sol est très mou, donc poser une caméra sur pied dans ce lieu, c'est courir le risque que le cadre fasse ça tout le temps. Et caler sur l'épaule, c'est plus stable. Il faut s'adapter. Oui? Merci pour ce film et merci pour tous vos films. Merci de ce qui nous restitue notre humanité. Je voulais savoir si vous utilisez vos films ensuite, si vous les projetez auprès des personnes que vous avez filmées. Oui, les personnes que je filme sont en général les premières à voir le film. C'est presque toujours le cas. Pour l'Adamant, on a montré le film à Berlin avant, parce que Berlin voulait l'exclusivité, mais sitôt de retour de Berlin, on a fait une projection pour les passagers de l'Adamant, les gens qui travaillent là, oui. Quand j'ai fait Nénette, alors ça a été un peu plus tard, mais j'ai un jour... Tu dis ce qui est Nénette, peut-être pour celles et ceux qui...
Nénette, il y a encore des gens qui ne connaissent pas Nénette. Nénette, c'est une femelle orang-outan qui est un peu la doyenne et la reine de la ménagerie du Jardin des Plantes. Elle a 55 ans. Le film passe ces jours-ci dans la rétrospective. Et puis j'ai donné à Henri un petit... Donc la plateforme de la La cinémathèque. plateforme de la ciné, un petit inédit de 7 minutes que j'ai tourné le jour du 50e anniversaire de Nénette. Voilà. Elle ouvre ses cadeaux, elle mange un gâteau. Voilà. Et donc tu lui as montré le film? Et donc j'ai montré le film à Nénette et j'étais cruellement vexé parce que ça ne l'a pas du tout intéressé. Ça s'est très mal passé, elle est venue regarder. On avait déplié un écran, il y avait tous les scientifiques du muséum qui étaient là, on a déplié un écran sur pied comme ça, 2,50 m. Le premier plan de ce film, c'est un très gros plan. Le fils de Nénette, qui est un mâle très costaud, s'est mis à tourner dans sa cage en poussant des hurlements, parce que tout d'un coup, il a vu comme un rival 20 fois plus gros que lui. Donc, on a arrêté la projection. On apprendra à vouloir montrer ton film systématiquement à tout. Les soigneurs ont calmé ce... Comment il s'appelle? Toubeau. On a réduit la taille de l'image jusqu'à en faire un téléfilm et on a relancé la projection. Nanette est venue regarder un peu, Toubeau s'est calmé et les deux autres, il y a 4 heures en longtemps, les deux autres par contre regardaient comme ça. Mais Nénette, il faut savoir qu'il y a à peu près 600 000 visiteurs par an à la ménagerie du Jardin des Plantes qui passent devant elle, devant sa cage. Tout le monde sort son appareil photo, son téléphone. Là, elle est filmée du matin au soir depuis toujours. Donc elle est un peu blasée, c'est une star. N'imaginez pas. Et quand tu as fait la moindre des choses, il y a eu une projection à la Borde. Comment ça s'est, ou peut-être plusieurs, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, ça a mal commencé parce que il fallait pouvoir... Alors la projection, c'était pas à la Borde, on voulait montrer le film dans la ville la plus proche, c'est Blois, au cinéma à Blois, mais impossible de trouver des bus parce qu'il y avait une visite du pape dans la même région. Donc tous les bus de la région Indre-et-Loire, Loire-et-Cher étaient réquisitionnés. Finalement, on a trouvé des autobus, ça a pu se faire. Il y a eu 2 projections dans une salle de 400 places, c'était très, très touchant. Il y a eu un atelier pâtisserie qui a fait des gâteaux, parce qu'il y a eu une fête après à la Borde. Enfin, voilà, et ça a été extrêmement émouvant. Je vois où tu veux en venir, Bernard. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Mais... donc c'est une projection assez émouvante. On s'attendait à ce que les patients sortent, se lèvent, reviennent, s'en aillent. Les gens sont restés, n'ont pas trop bougé. Et je dirais les névrosés comme moi ont parlé d'eux, de leurs prestations, mais les patients n'ont pas parlé d'eux, ils ont parlé du film. Certains rapidement, d'autres ont mis du temps. Ils ont acheté un petit carnet qui a circulé parmi eux. Je vais vous le montrer, je l'ai apporté. Ce petit carnet bleu auquel je tiens beaucoup. Voilà, les Labordiens ont acheté ce petit carnet qui a circulé pendant plusieurs semaines dans la clinique et qui commence par ces mots: pour toi, Nicolas, de la part de ceux qui sont un peu trop fous vers ceux qui ne le sont pas assez.
je lis, j'attrape au vol. Rien, c'est déjà beaucoup. Merci Nicolas. Le film m'a bouleversé. Au début, j'ai eu très peur parce qu'il y a des spectateurs qui riaient et j'avais peur que ça soit de nous. Mais c'est bien tout simplement parce que c'est beau. Ton film, c'est une question ou une réponse? Jean Houry a mis un petit mot aussi. La moindre des choses nous charme et nous dévoile dans sa simplicité une complexité faite de rencontres, d'appositions, de passages et de visages, d'appositions de paysages et de visages, pardon. Polyphonie, où l'on peut suivre à la trace les chemins les plus singuliers, le tout agencé imperceptiblement dans une savante composition contrapuntique. Oui, mission accomplie. Mais, et j'ajoute une chose qui n'est pas dans le carnet. Quand tu as demandé à Hervé comment il s'était trouvé, il t'a répondu... Hervé m'a dit ça m'a rien fait, je me suis déjà vu dans une glace. Parlez bien dans le micro. Je voulais juste poser une question concernant le titre de ce film, La moindre des choses. Oui. Il m'intrigue et il me donne plein d'idées, mais je me dis, vous, pourquoi vous avez choisi ce titre? Comment vous êtes-il venu voilà. J'ai trouvé cette idée en lisant un livre que je vous recommande, très très joli livre, très beau livre, d'une femme écrivain qu'on voit dans le... Elle joue la comtesse, cette dame rousse qui fait répéter Diaou, Diaou, Diaou. Vous voyez Marie de Pucé, c'est une écrivaine qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais qui a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Dieu gît dans les détails. C'est en poche maintenant, c'était sorti chez POL, c'est aujourd'hui en poche, c'est très très beau, c'est un récit sur la Borde. Et dans ce livre, elle dit, à un moment, la psychothérapie institutionnelle, c'est le nom de ce courant de pensée, quelle barbarie ce mot, lorsqu'on demande à Jean Houry ce que c'est, depuis 50 ans, il prend un air là, et il répond, c'est la moindre des choses. C'est de là que ça m'est venu. Oui, Nicolas. Depuis la moindre des choses, on voisine un peu dans la vie, dans le travail. Et donc ça m'a beaucoup touché ce que tu as évoqué. J'ai l'impression que c'est la première fois que je t'ai entendu comme un topographe. J'ai eu vraiment besoin d'un béquillage, enfin non, c'est pas beau ça, échafaudage, pardon, d'un échafaudage qui est donc cette pièce de théâtre. Et là, quand on est à Averroès et Rosa Parks, j'ai l'impression que tu tisses comme un peintre le même motif, mais il y a quand même un certain... Tu dégraisses quand même. Enfin, il y a des choses que tu enlèves, c'est plus à l'os. Donc il y a quelque chose là. Ça, c'est le premier point que j'aurais bien aimé que tu explicites un peu. Et deuxièmement, on a bien entendu que le savoir... tu es somme toute aussi un intellectuel, mais que tu ne mets pas le savoir en amont ou en avant ou en surplomb. Et du coup, en tant que spectateur, j'ai l'impression que tu nous traites un peu de la même façon que celles et ceux que tu filmes. Et qu'au fond, dans ce décalage-là, il y a sans doute aussi une dimension un peu politique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'était hier soir dans un débat que j'ai fait avec Averroès et Rosa Parks. On m'a posé ça comme question. Et j'ai un peu parlé de ça, comment tu décales, que tu ne fais pas des discours tonitruants, mais qu'en déplaçant les choses, et que là aussi il y a quelque chose de la dimension politique. Donc j'aurais bien aimé que tu dises un peu. Oui, j'ai en effet le sentiment de faire un cinéma qui est un cinéma politique,
mais en effet pas au sens d'un discours, ni au sens de banderole, ni d'étendard, ni encore moins de slogan. Le slogan, c'est l'anti-pensée, c'est l'anti-complexité. Ce qui m'intéresse, c'est donner à réfléchir. Donner à réfléchir, c'est déjà un geste politique. Décaler les choses, déconstruire les représentations, effacer les clichés, tout ça a une dimension politique. Filmer, donner à entendre la parole des patients, c'est un geste politique. On sait bien que les personnes qui sont en psychiatrie ou qui ont des troubles psychiques inquiètent, font peur, sont souvent regardées comme potentiellement violents. Et puis inguérissables. Et inguérissables. Et puis... Donc un coup, ce que je veux dire, c'est inguérissable au sens de coup pour rien. Bah, ça vaut... Est-ce que ça vaut le coup de miser un copec sur des schizophrènes? Du point de vue purement gestionnaire, ça sert à rien. On en est là. Alors, en effet, mais chez moi, cette dimension politique, elle passe par les interstices, par les jointures, comme disait Bresson, qui parlait des jointures. La beauté, ça fait penser à la phrase de Chevry aussi. Elle se glisse dans les jointures. Et la politique aussi, chez moi, d'une certaine manière. C'est par là, mais j'ai pas besoin de faire des grands discours. Je l'ai dit comme ça à propos de ces films. Si je suis un militant, je suis un militant de la dignité, mais pas... voilà. Le cinéma militant, il en est des très beaux, hein, mais c'est souvent ce cinéma qui dicte au spectateur ce qu'il faut penser. Moi, j'aime bien, à l'inverse, soulever des questions et les maintenir ouvertes, peut-être, plutôt que d'asséner des réponses. En tout cas, dans ce qui a été dit, le côté sismographe, c'est très juste, mais peut-être pour conclure, il faudrait que tu dises qui t'a posé la question, parce que elle est impliquée elle aussi, elle est impliquée dans la moindre des choses. Enfin, c'est l'histoire. Cette question m'a été posée par Albertinette, C'est ça. Linda de Zitter, qui réfléchit intensément à mes côtés, qui m'éclaire de ses réflexions, qui nourrit mon travail, de ses pensées. Elle est créditée dans le film sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks, et le troisième je l'ai indiqué comme complice. C'est une formule ambiguë. D'aucuns pourraient penser qu'elle a fait la cuisine pour que je puisse tourner plus facilement. C'est pas ça. C'est d'ailleurs plutôt souvent moi qui ai fait la cuisine. Mais Linda, elle m'a beaucoup apporté par ses réflexions, sa connaissance aussi du monde de la psychiatrie, mais au-delà, ses réflexions sur... elle venait regarder parfois les rushs, je lui montrais des bouts de montage, on parlait ensemble, elle m'a peut-être évité ici ou là de faire des bêtises, et elle m'a surtout... elle a, comme on dit dans le sport, elle m'a peut-être aidé à élever mon niveau de jeu. Alors, et puis à côté de Linda, c'est Régine Vial. Moi, je voudrais... Ah oui, Régine Vial, des films du Losange. Les films du Losange qui Laisse-nous te présenter, Régine. me soutient depuis bien longtemps. Moi, je voudrais vous poser une question à tous les trois, ou une chose à penser qui me touche beaucoup, dont je travaille depuis longtemps sur tous les films de Nicolas. Et il y a une chose
très belle autour de ces documentaires, c'est qu'en fait, ils sont vus et revus par le public, par vous, mais aussi beaucoup par des enfants. Je pense particulièrement au Pays des Sourds, parce que c'est un film qui passe dans un programme pour les écoles. Et il a été revu par à peu près 10 000 enfants l'année dernière. Et les enfants voient le film, mais avec une émotion, ils rient, sont touchés, leur regard change avec ce film. Et c'est vrai pour ce film, c'est vrai pour pratiquement tous les films de Nicolas. Je sens que le spectateur ne le vit pas comme un film qui a été fait en 90 ou 92 ou 2000. Il voit le film comme un film qui leur parle aujourd'hui, comme si le temps n'avait rien à voir à l'affaire et qu'ils sont toujours aussi présents dans leur cœur et leur émotion comme quelque chose d'aujourd'hui. Et voilà, donc moi j'ai mon idée là-dessus, mais je voulais vous le dire. Par parenthèse, le Pays des Sourds sera montré demain dans cette rétrospective. Et j'aurai le plaisir de... J'ai demandé à Florent, qui avait 6 ans dans le film, de venir le présenter. Il en a 38 aujourd'hui et il présentera le film dans sa langue, en langue des signes. Et je tiens beaucoup à ça, ça me fait plaisir qu'il y ait une présentation en langue des signes ici, dans cette maison. J'ai fait circuler l'info sur les réseaux sociaux où les sourds sont très actifs. J'espère qu'il y aura un public mélangé, hétérogène. On va faire ça. En tout cas, juste par rapport à ce que disait Régine, parce que c'est pas toi qui peux le dire, mais ça fait penser à ce que disait, enfin, l'explication de cet étonnement, ou en tout cas de cette toujours surprise renouvelée de voir que les films parlent à travers le temps, c'est ce que disait Renoir. Il disait plus on est local et plus on a une chance d'être universel. Et ça, je trouve qu'on l'écoute dans tes films. Et comme Renoir a toujours raison. Bon, on va s'arrêter là pour cette fois. Merci beaucoup, Nicolas.